Bonjour, aujourd'hui on va parler de syndrome de Peutz-Jeghers. Donc c'est un syndrome autosomique dominant dans lequel on va avoir des polypes de localisation gastro-intestinale avec une hyperpigmentation mélanique autour de la bouche et au niveau de la muqueuse orale et même parfois au niveau des mains et des pieds avec un risque très élevé de développer des cancers de localisation pancréatique, des localisations mammaires, des tumeurs ovariennes et sans oublier le cancer de localisation recto-sigmoïdienne. Donc, comment on va poser ce diagnostic-là? C'est quoi les critères? Il faut avoir au moins deux polypes de Peutz-Jeghers qui sont diagnostiqués par l'anapathe, soit qu'on a un polype de Peutz-Jeghers et on a cette hyperpigmentation mélanique autour de la bouche et au niveau de la cavité orale. Et sinon, quand on a la présence ou non de polypes de Peutz-Jeghers et de l'hyperpigmentation mélanique, mais avec ça, on a l'antécédent de syndrome de Peutz-Jeghers donc dans la famille. Parce que c'est un syndrome autosomique dominant. La pathogénèse. Pourquoi on va développer ce syndrome? Donc, c'est qu'on a une mutation germinale qui va toucher un gène appelé STK11. C'est quoi ce gène STK11? Donc, il code pour une protéine présente dans le cytoplasme et dans le noyau. Cette protéine, elle est responsable de faire quoi? C'est de faire arrêter les divisions cellulaires, donc arrêter le cycle cellulaire. Et c'est pour cela quand elle est mutée, on ne peut pas arrêter le cycle de division et les cellules commencent à se diviser. Encore, en plus de ça, c'est qu'elle va, quand elle est de localisation cytoplasmique, elle va assurer la polarisation de la cellule. C'est que la cellule, elle va rester polarisée par rapport à la lumière, par exemple d'une glande. Elle n'est pas éloignée de la lumière. Et troisièmement, elle est responsable au niveau du noyau de faire le remodelage de la chromatine. Quand cette STK11 elle est mutée, surtout on va voir des divisions cellulaires et augmentation de nombre de cellules. Donc, quelle cellule elle va toucher? Elle va toucher principalement, pour expliquer notre polype de Peutz-Jeghers, donc ce sont les cellules musculaires lisses. Donc, d'abord, j'ai présenté ici une muqueuse donc, qui peut être soit jejunale, iléale, parce que ce polype de Peutz-Jeghers se voit donc, principalement au niveau de jejunum et au niveau de l'ilion. Moins rarement au niveau de l'estomac et le duodénum, et encore plus rare au niveau du côlon et au niveau de la région recto-sigmoïdienne. Donc, quand il est de localisation iliaque ou jejunale, donc on va voir notre muqueuse qui est représentée en bleu, faite par des cellules entérocytaires cylindriques et des cellules caliciformes qui contiennent les sécrétions. Par suite, au-dessous de votre muqueuse, on va voir la lamina propria qui est en vert, un tissu conjonctif lâche qui peut contenir les invaginations de la muqueuse en bas pour former et donner des structures glandulaires, donc au niveau de la lamina propria. Puis vient la musculaire muqueuse, puis la sous-muqueuse qui est un tissu conjonctif lâche comportant des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques, puis la musculeuse et puis la séreuse. Quand on a une mutation de STK11, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des divisions cellulaires importantes qui vont toucher principalement les cellules musculaires lisses, qui vont former la musculaire muqueuse. Et quand cette musculaire muqueuse commence à se proliférer, les cellules vont commencer à proliférer, ils vont donner comme si des branches. Elle va dessiner un arbre. C'est pour cela qu'il a appelé un aspect arborisé. Et un aspect arborisé avec ces cellules-là musculaires qui commencent à donner des bridges, donc des ponts. Entre ces ponts, on commence à avoir les structures glandulaires, donc ils ont un aspect normal, mais leur localisation qui est anormale parce qu'ils sont entourés par la musculaire muqueuse. Mais dans l'état normal, je trouve muqueuse, dans la lamina propria, je trouve quelques structures glandulaires, puis vient la musculaire muqueuse. Mais maintenant, on a la musculaire muqueuse qui est en train d'entourer ces structures glandulaires. Et c'est pour cela qu'il est appelé polype amartomateux. Amartome, c'est un tissu normal, mais sa localisation qui est anormale. Et parce que c'est un amartome, le risque de dysplasie, il est minime. Mais la dysplasie, elle va être très importante quand la localisation, elle est recto-sigmoïdienne. C'est pour ça qu'on dit on a un risque élevé de cancer de localisation recto-sigmoïdienne. Très bien. Donc, ce polype, le diagnostic va être assuré bien sûr par l'anapathe. Par suite,
Ce polype-là, c'est quoi les complications qu'on peut avoir donc dans le syndrome de Peutz-Jeghers? C'est l'occlusion. Pourquoi l'occlusion? Parce que la localisation la plus fréquente, c'est au niveau de l'ilium et au niveau de jéjunum. Et au niveau de ces deux zones anatomiques, la lumière, elle est un peu rétrécie. Quand je vais avoir un polype qui va augmenter de taille, je peux risquer de développer une occlusion intestinale. D'abord, ce polype sur un plan macroscopique, souvent qu'il est sessile, donc il n'est pas pédiculé, mais quand il commence à augmenter de taille, il commence à donner un aspect pédiculé. Très bien. Le deuxième risque, donc c'est un risque de saignement digestif parce que les aliments ils vont passer, ils vont abraser cette muqueuse de surface parce qu'elle a une architecture papillaire, elle va être abrasée. Quand elle est abrasée, la lamine appropriée au-dessous, elle contient les vaisseaux sanguins et on commence à avoir un saignement qui risque de développer une anémie ferriprive. D'où l'intérêt de traiter. Bien sûr, encore, qu'est-ce qu'on peut avoir comme localisation autre de ces lésions polypoïdes? On a des localisations qui sont très rares, c'est la localisation de tractus bronchique, on peut avoir des formations polypoïdes ici, et même au niveau de pelvis rénal et au niveau de la vessie. Mais c'est rare par rapport aux polypes digestifs. Très bien. Un autre signe qui peut être associé dans le syndrome de Peutz-Jeghers ou qui est décrit dans la littérature, donc qui est rare, c'est l'aspect de pied-bout. En plus donc, de ça, pour notre prise en charge, donc la prise en charge, là, on va faire une endoscopie, donc à partir de 4 ans, chaque 3 ans. Pourquoi je vais faire cette endoscopie? Je vais faire une endoscopie haute et bas et la coloscopie, donc pour rechercher ces polypes-là. Est-ce qu'on a un polype qui va augmenter de taille? Est-ce qu'on a un polype qui commence à saigner? Parce que là, c'est l'intérêt de traiter quand on a un saignement, une anémie ferriprive associée. Il faut traiter chirurgicalement, il faut enlever les polypes. Par suite, si on a par exemple un polype qui va augmenter de taille, il va provoquer une occlusion, encore il faut traiter. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut faire toujours l'écho-endoscopie pour chercher une tumeur pancréatique. Parce que ce syndrome de Peutz-Jeghers, il est très associé avec le cancer pancréatique. Encore, il faut que je vais doser la CA125 à partir de l'âge de 25 ans chaque année. Pourquoi? Parce que le syndrome de Peutz-Jeghers, il peut être associé avec des tumeurs ovariennes. Et comment je peux détecter qu'on peut avoir cliniquement, on a un risque de la présence d'une tumeur ovarienne associée. C'est quand on va avoir des signes d'hyperœstrogénie. Pourquoi hyperœstrogénie? Et c'est quoi le signe d'hyperœstrogénie? Donc les signes d'hyperœstrogénie, donc chez une fillette, là on peut avoir une maturité donc précoce. On va voir avec le temps donc une hyperplasie endométriale et un risque d'ADK de l'endomètre. Donc pourquoi on va voir ces signes d'hyperœstrogénie? Parce que la tumeur la plus associée avec le syndrome de Peutz-Jeghers au niveau de l'ovaire, c'est la tumeur du cordon sexuel avec tubule annulaire. C'est quoi ça? C'est une tumeur qui va donner des masses ovariennes bilatérales, de petites masses bilatérales, mais qui ne vont pas augmenter de taille rapidement, ce sont des petites masses et qui ont une évolution bénigne. Ils ne vont pas risquer de développer des métastases. Ces tumeurs-là sont souvent associées avec des phénomènes de décédualisation, et la décédualisation, elle va provoquer la libération de l'œstrogène à partir des cellules décédualisées. Mais quand cette tumeur ovarienne du cordon sexuel avec tubule annulaire, elle n'est pas associée avec le syndrome de Peutz-Jeghers, elle devient unilatérale et une grande masse qui va augmenter le volume rapidement, et là elle a un risque de développer des métastases et elle a une évolution qui est maligne. En plus de ça, il faut qu'on fait la mammographie à partir de l'âge de 18 ans, bien sûr, parce qu'il est très associé avec le cancer de la glande mammaire. Donc, sur un plan, comment on va, à quel âge on commence à voir ces polypes-là? Donc, dans 2 tiers des cas, c'est à partir de l'âge de 20 ans, 30 ans. Dans 1 tiers de cas, dans les 10 premières années. Ce qu'il faut encore mentionner, c'est qu'on peut avoir un polype de Peutz-Jeghers sans syndrome de Peutz-Jeghers. C'est quand on a par exemple un seul polype de Peutz-Jeghers, mais nous dans les critères on a dit plus de 2 polypes, soit un polype avec hyperpigmentation. Pour l'hyperpigmentation, pourquoi on va développer cette hyperpigmentation? Parce que c'est qu'au niveau de revêtement cutané ou au niveau de l'épithélium malpighéen, on sait qu'on a une couche basale, puis la couche épineuse, puis la couche superficielle, c'est la couche cornée. Donc au niveau de la couche basale, on va voir une élévation de la quantité de mélanine dans la couche basale.
avec une acanthose, je veux dire avec une augmentation de l'épaisseur de l'épithélium malpigien, ce qui va donner cette lésion qui a une coloration brunâtre et elle est un peu élevée. Très bien. Quand est-ce que donc je vais faire la chirurgie? C'est quand j'ai une occlusion intestinale ou quand j'ai un saignement ou quand on a par exemple une dysplasie. La dysplasie, là, c'est quand par exemple la localisation elle est recto-sigmoïdienne, on commence à avoir un polype qui augmente de taille, on fait la résection, on va envoyer la pièce opératoire pour l'anapathe. L'anapathe, il va voir par exemple une dysplasie de bas grade, de haut grade ou un ADK in situ ou un ADK. Là, c'est l'intérêt de faire la chirurgie. Et bien sûr, quand on a un cancer qui va se développer quelque part. Donc, c'est ça le syndrome de Peutz-Jeghers d'une façon générale et on vous remercie.